Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous allons aborder le leadership financier et la mentalité d'investissement. Et pour en parler, nous sommes ravis et honorés d'avoir avec nous Monsieur Marcel Effon, fondateur et directeur général d'Impact Plus Group, un cabinet de conseil stratégique basé en Afrique qu'il dirige depuis plus de 15 ans. Monsieur Effon a développé une expertise reconnue dans les financements structurés, les partenariats publics-privés ainsi que l'accompagnement stratégique d'acteurs souhaitant se positionner durablement sur les marchés africains. Spécialiste de la structuration de projets complexes et de la mobilisation de financement, Monsieur Effon accompagne des entreprises, des institutions publiques et des partenaires internationaux dans la conception, le financement et le déploiement de projets à fort impact, notamment sur les questions d'expansion et de structuration des PME en Afrique. Engagé pour le développement économique du continent, Monsieur Effon œuvre à faire émerger des modèles d'investissement innovants, capables de concilier performance économique et impact durable. Monsieur Effon, bonjour. Bonjour, Madame Chema. Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour ce podcast. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Mais c'est un plaisir partagé qui s'aligne parfaitement sur notre mission, et celle de contribuer au développement du secteur privé en Afrique et surtout de faire en sorte que plus personne ne choue par ignorance. Vraiment, c'est un plaisir quand j'ai vu ce que vous faites sur votre podcast. Je me suis retrouvé parfaitement dans un milieu où je pense que je peux apporter, contribuer avec la petite expérience que nous avons eue au bout de ces 15 dernières années. Très bien. Merci à vous. Alors, sans plus tarder, je pense on peut plonger directement au cœur du sujet. Donc là, ce podcast, il aborde la mentalité d'investissement. Déjà, qu'est-ce que la mentalité d'investissement et en quoi elle est différente d'une simple et bonne gestion financière? Merci Chema. Pour moi, c'est une question qui aborde la vraie raison d'existence d'un entrepreneur et mieux de la création d'une entreprise. La mentalité d'investissement est avant tout une posture stratégique. Comme vous le savez très bien, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il suffit bien de gérer de la trésorerie. Mais comme aussi on peut le savoir, gérer de la trésorerie, défendre l'existant est tout aussi bien, mais pouvoir investir, c'est ce qui est plus important lorsque vous avez une mentalité d'investisseur pour préparer l'avenir. Donc investir, c'est ce qui est différent lorsque vous êtes un entrepreneur de gérer l'existant. Tout le monde peut gérer l'existant, on peut prendre un expert qui est prêt à gérer l'existant, à utiliser la science pour gérer l'existant. Mais préparer l'avenir, moi je pense que c'est le plus important et c'est le rôle que devrait pouvoir jouer un entrepreneur. Et dans cette mentalité d'investissement, il y a un élément important, ou peut-être 2 ou 3 éléments importants, fondamentaux, sur lesquels la gestion de l'investissement peut se reposer. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, la première, c'est la vision à long terme. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez avoir une vision à long terme. Accepter, par exemple, de sacrifier le court terme pour créer de la valeur ajoutée durable. Et pourquoi ? Vous avez la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui, au détour d'une opportunité, deviennent des entrepreneurs. Mais quand vous devenez un entrepreneur dans ces conditions, vous faites des one-shots. Vous gagnez de l'argent, c'est impressionnant, mais ça vous permet de régler des problèmes. Mais si vous n'êtes pas dans la mentalité, bien sûr, d'investisseur,
vous n'arrivez pas à comprendre que ces ressources que vous gagnez, il faut les investir pour préparer l'avenir. Et pour moi, le deuxième élément qui caractérise la mentalité d'investissement, c'est la capacité à prendre des risques calculés. Alors, lorsque vous êtes un investisseur et vous êtes capable de prendre des risques calculés, cela vous amène à investir avec de la méthode et non avec des émotions. Et le dernier, avant de vous laisser reprendre la parole sur cette première question, c'est pouvoir réinvestir, transformer par exemple les gains en un levier de croissance. Et c'est là où la plupart, par exemple, des gens peuvent échouer parce que on peut se tromper en croyant qu'un premier gain va continuer et on a vite fait alors de déchanter parce que vous pouvez gagner de l'argent aujourd'hui et ne pas pouvoir gagner sur l'année prochaine, sur 2 ans. Et si vous ne savez pas réinvestir vos premiers gains, alors vous passez à côté, vous n'êtes pas un entrepreneur. Et après 15 ans, ce que nous on a fait un pas de plus, c'est de pouvoir réinvestir régulièrement ce que nous gagnons pour pouvoir faire la différence sur le marché. Et c'est qu'après 15 ans, naturellement, ça se constate, vous êtes sur le marché et vous êtes capable de continuer parce que vous êtes dans le réinvestissement jusqu'à un niveau où vous pouvez commencer à profiter de vos gains. Très bien. Donc là, tout entrepreneur qui veut vraiment réussir, si on peut dire, il doit adopter cette posture stratégique que vous avez appelée et maîtriser donc les 3 fondamentaux, si on peut dire, de gestion d'investissement, à savoir donc la vision à long terme, la capacité à prendre des risques qui sont calculés et étudier et bien sûr pouvoir réinvestir. Donc là, disons si là ces 3 critères-là, on peut dire que c'est un entrepreneur qui peut réussir dans son investissement et le financement de son projet. Exactement. La liste n'est pas exhaustive, mais vous comprendrez, c'est les piliers où que vous passez, vous les retrouvez. Oui. Autrement dit, vous passez à côté après 3 ans, vous êtes sûr de disparaître. Très bien. Donc, une fois il adopte un peu ces critères-là, il adopte cette posture-là, comment il peut structurer le financement donc de son expansion à l'échelle internationale? Je pense par exemple aux entreprises dans le domaine de la santé, de la health tech, mais autres. Donc, surtout si une entreprise a des ressources limitées. Donc, comment est-ce qu'il peut faire concrètement? Alors, chez moi, c'est l'un peut-être des pièges dans lesquels la majorité, par exemple, des financeurs ou des entrepreneurs tombent plus facilement. Vous imaginez, avec des ressources limitées, la plus grosse erreur que vous pouvez commettre est de chercher immédiatement, par exemple, de gros financements. Nous, on a eu la chance, après 15 ans, par exemple, et plus de 1500 porteurs de projets que nous avons rencontrés, on a la chance de comprendre en réalité que les gens qui veulent investir, surtout lorsque vous rentrez dans l'industrie et dans des secteurs comme celui de la santé qui demandent énormément de ressources, vous avez l'impression d'avoir la majorité des entrepreneurs qui sont préoccupés par la mobilisation de gros financements, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que la plupart des projets, il faut savoir à quelle hauteur le projet il est rentable. Vous ne créez pas une entreprise, vous ne faites pas un business pour devenir philanthrope au début. Vous le faites pour gagner de l'argent, résoudre un problème et rester sur le marché. Et c'est évident que vous devez pouvoir aller au seuil de rentabilité de votre business avant de le démarrer. Mais au même moment, c'est un risque de rechercher de gros financements dès le début. Alors, cette étape, nous, on structure ça en 3 grosses étapes. À savoir, la première étape pour nous, il faut pouvoir tester le marché avec des coûts produits souvent à travers des partenariats plus ou moins qui sont proches de vous, qui ne vous demandent pas trop d'efforts. Pourquoi cette étape? Cette étape, naturellement, que nous appelons le bootstrapping intelligent, qui vous permet de vous synchroniser vous-même en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, avec l'environnement de votre affaire, mais à échelle plus réduite. Vous imaginez, vous voulez faire une montagne de 2 km. Si vous ne mesurez pas votre pôle à 500 mètres,
et que c'est à 2 kilomètres que vous tentez de le mesurer, s'il y a des accidents, vous ne serez pas au débrief. C'est la même chose qui se passe en entreprise. Recherchez les gros financements pour atteindre le seuil de rentabilité dès le démarrage de votre projet est quelque chose d'excellent. Sauf que vous ne saurez jamais très bien gérer l'argent que vous n'avez pas créé vous-même. Il faut aller à échelle. Pour nous, le bootstrapping intelligent est le meilleur outil auquel vous devez faire référence lorsque vous avez un projet et quelles que soient les études, quelles que soient les rentabilités, quelle que soit la certitude que vous pouvez avoir sur votre projet, il faut partir à échelle. Deuxième élément, il faut passer par des subventions, des programmes d'accompagnement, des finances d'impact, ce que nous appelons la mobilisation de financement hybride. Pourquoi cela? Aujourd'hui, on a la chance, lorsque vous décidez d'investir ou d'entreprendre au XXIe siècle, vous avez la chance d'avoir un écosystème qui prend ou qui a pris en compte toutes les expériences qui ont été faites. Lorsque vous décidez de faire des études de faisabilité en tant qu'investisseur ou entrepreneur, au début de votre affaire, c'est un gros risque que vous prenez, que vous pouvez payer très cher. Pourquoi? Une étude très chère peut révéler que votre projet n'est pas rentable. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous avez investi pour faire des études. Vous allez réinvestir pour des études dans un autre domaine ou sur le même projet, peut-être ailleurs. Vous allez finir quand? Les études ont pour objectif de vous permettre de savoir est-ce que ce projet, est-ce que la solution que nous voulons apporter est une solution pour laquelle les gens seront prêts à payer de l'argent, sacrifier d'autres choses et venir investir dans votre projet. Si la réponse est non, quels que soient vos investissements au départ, vous ne pouvez pas avancer. Or, on a la chance d'avoir dans l'écosystème aujourd'hui des partenaires à cette étape, des partenaires de développement qui seront prêts à vous subventionner pour la partie non financière, à vous aider pour la structuration, des programmes d'accompagnement qui vous permettent d'amorcer ce démarrage, mais sans gros investissement. Ils sont là, il faut aller les chercher. Autrement, vous faites les mauvais investissements dès le départ et votre projet est mort-né. Le troisième élément sur cette même question que j'avais évoquée, c'est la capacité à s'appuyer sur des institutions pour crédibiliser le projet, ce qu'on appelle l'effet de levier institutionnel. Aujourd'hui, partout dans le monde, vous venez en Afrique, il y a tellement d'institutions qui peuvent jouer ce rôle qu'il ne sert à rien de perdre son temps. Il faut utiliser l'effet de levier institutionnel, poser votre projet. Parfois, c'est assez stressant. Quand vous êtes une start-up, quand vous avez un projet, on est pressé de voir son rêve, on est pressé de démarrer demain, on est pressé de montrer que oui, j'ai sorti la solution unique, je suis devenu entrepreneur. On est pressé vraiment de faire son show. Mais les institutions, naturellement, par expérience, ne vous permettront pas d'aller à ce rythme. Il faut absolument aller au rythme de ces institutions qui ont fait des expériences avec des gens qui sont sur le même chemin que vous, mais qui vous mettent à disposition leurs expériences parce qu'à un moment donné, ces institutions ont décidé que les échecs arrêtent. Donc, il faut utiliser l'effet de levier en faisant face à ces institutions, en allant à leur école, en utilisant leurs outils pour s'appuyer et pouvoir crédibiliser dès le début son projet. Évidemment, l'internationalisation ne se finance pas d'un coup. Tout le monde le sait. Mais il se construit par étapes, maîtrisées et crédibilisées. Et lorsque vous rentrez dans ces écosystèmes, vous allez comprendre que vous êtes porté
Et ceux qui ont fait l'expérience d'être à leur propre compte savent très bien que les entrepreneurs sont très seuls. Le jour où vous décidez de créer une entreprise, vous êtes seul. Mais dans cette solitude, aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui jouent ce rôle, ce troisième que je viens de citer, celui de levier institutionnel. Donc, en résumé, pour structurer vraiment votre financement avec peu de moyens, il faut aller sur ces 3 éléments que je viens de citer et vous êtes sûr que les 3 premières années, vous allez les traverser, de ne pas vous retrouver sur la liste, sur des entreprises ou des projets qui sont mornés. Très bon, un excellent tour d'horizon donc de l'écosystème. Vous avez dit tout à l'heure que l'entrepreneur donc peut être seul, donc il y a cette solitude de l'entrepreneur, si on peut appeler ça comme ça. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui il est très chanceux et nous sommes très chanceux d'avoir un écosystème donc qui est de plus en plus riche avec des opportunités de plus en plus variées. On a donc les investisseurs, les institutions, donc des programmes d'accompagnement, des subventions, etc. Et surtout de plus en plus connectés et accessibles. Donc que ce soit donc au sein de notre même continent qui est l'Afrique, ou bien entre les 2 rives de la Méditerranée, entre les différents autres continents. Donc je pense qu'il faut justement sauter sur l'occasion et saisir cette chance donc de l'écosystème qui est en train de grandir et de donner de plus en plus d'opportunités aux entrepreneurs. Exactement, Shema. Et oui, aujourd'hui, on a de la chance. Lorsque vous entreprenez aujourd'hui, vous êtes très loin. Vous êtes très loin de l'environnement dans lequel peut-être des entreprises ont commencé il y a 20 ans, à 30 ans en arrière. Et naturellement, cela prend la question, bien sûr, des indicateurs financiers maîtrisés. Voilà, oui, justement, c'est quoi les indicateurs financiers qu'une start-up doit maîtriser avant de se lancer à l'international? Alors, comme vous le savez, c'est le seul monde, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la création de valeur ajoutée, le monde de la création d'entreprises, c'est le seul monde où lorsque vous rentrez dans le réel, vous oubliez a priori toutes les leçons que vous avez apprises à l'école, si vous avez eu la chance de faire des écoles de commerce qui vous ont enseigné les affaires. Et ça devient beaucoup plus difficile lorsque vous êtes mal accompagné. Du coup, moi je dis aux gens, avant de vous lancer à l'international, alors une start-up doit maîtriser son mécanisme financier. Pourquoi ? Le mécanisme financier, c'est c'est la situation la plus complexe qui peut déstabiliser un entrepreneur et aller jusqu'à lui arracher son rêve. Lorsque vous êtes à votre propre compte, vous imaginez que tous les jours, vous avez des équipes, ou tous les jours, vous avez des besoins, mais des moindres, mais que votre projet, votre entreprise vous demande au quotidien. Si vous n'arrivez pas à subvenir à ces besoins, à ces sollicitations, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut se comprendre, mais votre résilience ne peut pas aller à 3 ans. Alors vous allez mourir. Donc du coup, il faut que vous maîtrisez effectivement ces indicateurs financiers. Et moi, j'ai généralement recommandé dans le processus d'accompagnement de nos startups 3 grands indicateurs. Je l'ai dit, vous pouvez même en faire un petit un mapping que vous gardez dans votre poche. Quand il vous arrive d'avoir l'impression que vous perdez, vous le sortez, vous le regardez comme quelqu'un qui recherche le chemin pour continuer. Et ces 4, le premier qui est indispensable, qui peut être crucial pour un porteur de projet ou une start-up ou un entrepreneur, c'est sa capacité à pouvoir générer de la trésorerie. La trésorerie peut toucher et détruire, finir avec la plus petite idée et aller jusqu'à la plus grande firme. Pourquoi ? Vous avez des factures, vous avez des prestations, vous avez des bons de commande que vous avez exécutés. Vous avez des millions d'euros avec vos clients. Mais je vous assure, si vous passez des jours, vous passez des semaines sans pouvoir régler des problèmes au quotidien, votre entreprise va mourir devant vous. Vos ressources vont venir plus tard, mais venir dans un désert. Parce que le minimum, ce que nous appelons le fonds de roulement, le BFR,
Le cash flow pour une entreprise, c'est le sang qui circule dans l'entreprise. Et ça peut tuer tout le monde. Nous avons, je vous ai dit, on a plus de 1500 PME, mais si vous imaginez ce que les entreprises vivent, parfois vous avez une entreprise qui a bénéficié d'un gros financement, mais qui malheureusement est appelée à vivre des situations catastrophiques avant d'abord que son client ne le paye ou avant de pouvoir livrer son produit ou son service. La question du cash flow, vous devez pouvoir la maîtriser absolument. Le deuxième indicateur clé, c'est la durée de survie de vos finances. Vous devez connaître ça. Lorsque vous avez des ressources, vos ressources dont vous disposez pour faire tourner votre entreprise peuvent permettre à l'entreprise d'être stable, équilibrée sur quelle période. Vous devez connaître ça. C'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2, c'est 3. Vous devez le connaître de façon millimétrée. Pourquoi? Le jour où vous n'avez pas de quoi subvenir aux besoins quotidiens de l'entreprise, vous êtes troublé. L'entreprise remplace généralement dans ces conditions votre vie, la vie de votre famille et la vie des personnes les plus chères pour vous. Vous imaginez que la première personne la plus chère pour vous est dans un état comateux et vous recevez les appels de tous les médecins spécialistes qui vous demandent d'apporter des produits. Vous pouvez péter un câble. Ce qu'on appelle le runway. Vous devez connaître la durée de survie de vos finances. Le troisième élément qui est indispensable, qui est un indicateur clé, c'est la rentabilité par client. Les entrepreneurs ont malheureusement beaucoup de clients dans leur portefeuille qui poncent tous les jours leurs ressources sans qu'ils s'en rendent compte. Vous ne pouvez pas continuer à entretenir un client sur le court, le moyen terme, sans savoir exactement qu'est-ce que ce client-là vous apporte au pire des cas dans le moyen terme. Mais généralement, on se retrouve dans le long terme avec un client, mais qui ne vous donne aucune rentabilité. Ce qu'en économie, on appelle l'unité économique. Vous devez savoir exactement quelle est la rentabilité par client. Si un client n'est plus rentable dans votre portefeuille et vous continuez à l'entretenir, vous devenez une organisation à but non lucratif. Et votre entreprise peut mourir du jour au lendemain. Le quatrième et le dernier élément, qui est un indicateur clé sur cette liste, c'est le coût d'acquisition du client. C'est plus ou moins la même chose que le précédent. Il y a des clients que vous allez chercher à un coût très élevé. Parfois, c'est inutile. Il faut savoir arrêter les dégâts avant que des types de clients ne vous dégagent sur le plancher. Vous êtes une entreprise, votre but, c'est d'apporter des solutions, d'innover, de délivrer, d'avoir du cash flow pour continuer à rester sur le marché. Et s'il arrive qu'un client vous devienne très cher pour aller le chercher, il vaut mieux l'abandonner pour chercher le client qui rentre dans la moule. Autrement dit, perdez de l'argent quelque part où vous n'en aurez plus ou moins jamais. Et sans mettre naturellement de ces indicateurs, l'international, malheureusement, devient un accélérateur, mais un accélérateur de problèmes. Si vous violez ces règles, vous allez accélérer, mais vous allez accélérer des problèmes. Une entreprise qui aligne des problèmes à un moment donné se retrouve en état d'urgence. Malheureusement, les médecins urgentistes n'arrivent souvent pas à régler le cas des entreprises pour la simple raison que le seul médecin urgentiste, c'est vous-même. Et quand vous êtes dans de pareilles situations, vous ne pouvez pas régler votre cas. La mort est certaine. Donc, faites attention vraiment à ces 4 indicateurs lorsque vous êtes entrepreneur. Les entrepreneurs sont passionnés, les porteurs de projets sont passionnés. Ils roulent avec l'énergie émotionnelle, ce qui est parfait parce que c'est l'énergie la plus puissante. Mais mettez-y un peu plus de rationalité et vous comprendrez que les entreprises qui sont gérées avec beaucoup de rationalité sont des entreprises qui traversent les périodes de difficulté et qui deviennent prospères dans le temps. Merci beaucoup pour donc ces 4 justement piliers. Vous donc Monsieur Effon, vous êtes spécialiste
donc de la structuration des projets complexes et de la mobilisation des financements. Donc comment est-ce que on peut, ou bien un entrepreneur peut convaincre un investisseur du potentiel du marché qu'il veut viser? Et donc surtout qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'idées, voilà, justement d'idées reçues. Ça, on va enlever cette partie. Comment est-ce qu'on peut convaincre un investisseur du potentiel du marché qu'il vise, surtout par exemple le marché du continent africain, c'est très large, mais de certains marchés, donc de pays du continent africain. Voilà. Merci Shema. Si vous ne citiez pas le marché africain sur une question comme ça, soyez-en sûrs, je vais citer le marché africain. Il y a beaucoup d'idées reçues. Sur le marché africain. Et ça me rappelle bien sûr le mot introductif de Étienne Giros, qui est un vrai combattant pour le marché africain, un marché qu'il connaît très bien. Dans son mot introductif au dernier forum du CIAN à Paris, il disait « Chers entrepreneurs européens, français, arrêtez-vous de vous cacher derrière les idées reçues sur le marché africain. Le marché est bien risqué, mais il faut y aller. » Aujourd'hui, les chiffres qui sont faits sur le marché africain font plus de 1000 milliards, si je ne me trompe pas, ou plus de 100 milliards, bien sûr, d'euros sur le marché africain, mais celui américains pour des Européens qui s'en vont chercher plutôt des marchés sur l'Amérique sont à moins de 65 milliards d'euros pour l'année précédente. Pour dire que oui, les marchés africains sont aujourd'hui les meilleurs marchés, mais il y a un risque, raison pour laquelle il faut savoir convaincre un investisseur sur ce marché qui aujourd'hui nécessite de changer de narration. Il faut changer de narration. Il y a beaucoup d'idées reçues. Il ne faut pas vendre un continent. On parle de l'Afrique, mais il ne faut pas vendre un continent. Lorsque vous êtes face à un partenaire, vous êtes face à un investisseur, il faut lui vendre un marché structuré avec des opportunités concrètes. Il faut vendre un marché structuré avec des opportunités concrètes. Et je vais vous citer 3 grands leviers essentiels pour pouvoir faire cet exercice. Le premier levier, c'est la démographie. C'est le besoin. C'est la croissance. Lorsque vous voulez vendre un marché comme celui de l'Afrique et que vous ne maîtrisez pas ce premier levier qui tourne autour de la démographie, le besoin, la croissance, vous passez à côté. Quel est le niveau de croissance de ce marché? Cela permet à l'investisseur de savoir, lorsque j'investis mon argent, voilà la capacité à pouvoir travailler mon argent pour rentrer quand même dans des intérêts dans un temps record. Quel est le besoin? Vous levez, vous dites, mais écoutez, moi j'ai rêvé aujourd'hui, j'ai vu que cette solution, elle est innovante, ça n'existe nulle part en Afrique. Mais c'est faux. C'est faux. Combien de personnes sont demandeurs de cette solution? Qui sont-ils? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour résoudre le problème qu'ils ont, dont vous êtes la solution? Ça rejoint la question du besoin. Vous devez pouvoir l'identifier, clair et précis. La démographie, combien sont ces gens-là? Je l'ai dit tout à l'heure. Bref, le premier levier. Le deuxième, c'est la preuve concrète de fonctionnement. On l'avait dit plus haut. Il y a des moyens que vous pouvez utiliser aujourd'hui qui sont des leviers qui vous permettent de mitiger le risque. Il faut pouvoir montrer la preuve concrète de fonctionnement de ce marché que vous proposez à votre investisseur. Autrement dit, il vous verrait comme un philanthrope. Le troisième et le dernier levier, sans plus tarder, c'est de pouvoir transformer un problème en opportunité rentable et le démontrer à son partenaire. Il ne suffit pas de dire oui, des gens ont tel problème. Oui, en Afrique, il n'y a pas d'eau. En Afrique, il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées. Oui, en Afrique, on peut encore alors innover dans le textile. Non, non. Il faut pouvoir transformer à partir de ce problème. Il faut dire voilà l'opportunité.
Voilà la quantité de personnes qui cherchent cette solution. Voilà ceux qui sont prêts à sacrifier pour l'avoir. Voilà le timing dans lequel on peut le délivrer. Voilà ceux qui l'ont fait. Voilà les problèmes qu'ils ont eus. Voilà comment nous, on compte contrer ces problèmes pour être unique sur ce marché. C'est ce que nous appelons la capacité à pouvoir convaincre un investisseur. Si vous maîtrisez ces éléments, ce n'est pas exhaustif. Vous le comprenez très bien. Vous êtes sûr d'avoir les premiers outils qui vous permettent vraiment d'aller sur un marché comme celui de l'Afrique et de pouvoir convaincre des investisseurs. Je confirme, c'est un marché risqué, mais aujourd'hui, c'est là-bas où il faut aller. Le marché africain, c'est là-bas où il faut aller, mais avec ces indicateurs de mesure en étant clairs, très précis et structurés. Et si vous le faites, vous allez comprendre. C'est direct, ceux qui peuvent investir sur l'Afrique, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'expérience parfois, mais c'est des gens effectivement qui ont des idées reçues et vous auriez réussi, ce faisant, à montrer quelque chose de structuré, de concret, avec des opportunités qui attirent ces investisseurs et qui viennent avec vous. Super, merci beaucoup. Donc, on termine sur une note positive. Donc, est-ce que vous avez un conseil, une recommandation à donner à tout entrepreneur justement qui veut passer d'une logique de survie à une logique de croissance et d'investissement? Oui, naturellement, moi, c'est le conseil que je veux donner à des gens qui nous suivent en ce moment. Le plus gros, qui permet de passer de la croissance à un niveau beaucoup plus élevé, de vraiment atteindre le niveau le plus élevé, par exemple, du développement d'un marché comme celui de l'Afrique, c'est avant tout de changer de mentalité. Le changement de mentalité, c'est dans les deux sens. Dans le sens des porteurs de projets qui recherchent du financement et également dans le sens de ceux qui veulent venir sur le marché africain. Quand je prends les premiers qui sont des porteurs de projets, parfois les gens banalisent le niveau d'exigence que peut avoir un investisseur pour venir sur un marché africain. Il y a beaucoup d'idées reçues, comme on vient de le dire, mais il faut pouvoir rassembler tous les éléments et montrer aux gens que vous êtes la solution et vous l'avez identifié en tenant compte de tous les risques et de tout ce qui a permis des choses jusque-là et que vous êtes l'unique solution. Et pour les investisseurs, il faut changer de mentalité, il faut changer de perception sur un marché. Lorsque vous êtes un homme d'affaires, lorsque vous êtes un investisseur, vous venez sur un marché, les indicateurs ou les unités de mesure que vous avez utilisées sur un précédent marché ne sont pas nécessairement les mêmes unités de mesure que vous êtes bien obligé d'utiliser sur un nouveau marché sur lequel vous allez, encore moins un marché africain. La culture africaine est différente de celle indienne, de celle européenne. La mentalité d'un homme d'affaires ou des populations qui sont des porteurs de projets est une mentalité qui n'a rien à voir avec la mentalité des projets ou des populations avec lesquelles vous avez reçu précédemment des investissements. Alors, il faut pouvoir apprendre de la culture des marchés sur lesquels vous allez en tant qu'investisseur et vous poser la question à quelles conditions on fait des affaires. Il y a des gens pour qui, dans leur environnement, faire des affaires, c'est d'abord devenir des amis avant de passer à une étape où on se fait confiance pour faire des affaires. Mais vous n'allez pas les obliger à commencer à faire des affaires sans passer à cette étape de connaissance et d'amitié. Donc les marchés sont vraiment différents et il faut changer de mentalité en allant vers les marchés. Et un entrepreneur en mode survie subit toujours des pensées court-termistes. Lorsque vous allez sur un marché et vous voulez faire du one-shot, vous êtes préoccupé à aller gagner de l'argent, à vous barrer, ça ne s'appelle pas de l'investissement. Un deuxième élément, un entrepreneur qui est en mode de croissance, qui structure, qui anticipe et qui investit est aux antipodes du premier que je veux citer. Et c'est cette qualité, c'est ces ressources, c'est ces vertus qui vous permettent de marquer votre différence lorsque vous allez sur le marché. Et pour finir, un conseil clé que je donnerai naturellement, c'est de pouvoir formaliser lorsque vous venez sur un marché comme un marché africain, c'est de pouvoir formaliser votre vision, ne serait-ce que sur au moins 3 ans.
et commencez à agir dès maintenant comme si vous y étiez il y a très longtemps, parce que le temps passe très vite. Et en tant qu'investisseur, chaque jour qui passe, c'est de l'argent que vous perdez sur un marché que vous étudiez ou sur lequel vous investissez. Et je suis sûr, la croissance pour moi commence pas avec des moyens, mais plutôt avec une posture de bâtisseur, une posture d'investisseur sur le moyen et le long terme. Et si vous gardez cette posture, je crois, le marché africain est en ce moment le meilleur sur lequel vous devrez pouvoir vous aventurer avec beaucoup de certitude, quand bien même il y a des risques qui attendent sur n'importe quel marché. Et venir sur un marché africain aujourd'hui, c'est aller, sans devenir le défenseur du marché africain, c'est d'aller sur la terre neuve, là où il y a encore des choses à faire. Certes avec des risques, mais des risques aujourd'hui qu'on peut mitiger en allant à la connaissance du marché et en allant au-delà des idées reçues, comme on venait de le dire précédemment. Je vous remercie. Merci à vous, merci donc pour ces conseils positifs et rationnels. Et c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Effon. Merci pour toutes les informations que vous avez partagées. Et je vous dis à très vite, j'espère. Oui, je vous remercie. À très vite, Chema. Mais le prochain sujet sur lequel nous serons très bien intéressés à parler, c'est comment on peut créer un logigramme de parties prenantes aujourd'hui pour structurer, accompagner et financer avec certitude des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries sur le marché africain. C'est un sujet sur lequel beaucoup de partenaires au développement ont fait beaucoup d'investissements et continuent d'en faire parfois avec des résultats très mitigés. On serait très intéressé, pourquoi pas, dans un prochain podcast, à aborder ce sujet qui est très vital pour les PME. C'est noté. C'est un excellent sujet, justement, d'actualité. Merci à vous et je vous dis à très vite. À très bientôt, Chema. Merci. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet RAWEFL, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.